chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de discussion qui vont laisser penser que nous sommes extrêmement cultivés et intelligents. Bienvenue dans cette Trick Track TV où nous n'allons pas parler de jeu, d'un jeu, Non. mais d'un livre qui lui parle de jeu. C'est ça? C'est ça. L'idée. C'est ça. Ça s'appelle Auteur de jeux de société, un art à part entière, et c'est écrit par Michel Lallet, que nous avons la joie d'avoir à côté de nous. Comment ça va, monsieur Michel Lallet? Ça va bien, merci, monsieur Fall. Ça va pas mal aussi ici. Ce livre, putain, j'ai du mal à dire ce jeu, tu vois, c'est le réflexe le pavlovien. Ce livre a été édité par Ilinx, donc par madame Natacha, qui est ici. Comment ça va bien, Natacha? Ça va bien. Voilà. Et dès qu'il est question d'intelligence et de faire croire qu'on est malin et cultivé, bah, il y a le MOPS. Oui, Comment qui tu vas bien, remarque tout de Dr. suite que auteur est au singulier. C'est-à-dire que c'est une biographie quasiment, non? Ah. C'est un propos, en tout cas subjectif. Oui, et C'est personnel. ton approche. C'est plutôt ça que j'ai voulu dire. Oui, parce que je ne prétends pas avoir fait à travers ça un travail universitaire ou un travail exhaustif. C'est pour ça qu'il n'y a mon- pas de sommaire, dis-tu. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sommaire. Tu peux chercher le Il sommaire. n'y a pas de sommaire parce que ce n'est pas un On a cherché sommaire. tout à l'heure parce qu'on n'a pas Alors, eu on le temps va- de tout lire. Je vais planter le décor quand même vite fait pour commencer, parce que le propos est assez intéressant. À plus d'un titre d'abord, parce que c'est une démarche de quelqu'un qui veut travailler dans le monde du jeu, mais en prenant un biais qui est différent de ce à quoi on peut s'attendre, c'est-à-dire d'éditer des jeux tout simplement. C'est quelqu'un qui a décidé de travailler autour du jeu, de proposer des jeux différents, comme avec Capcolor, mais aussi des livres, parce que le jeu en est arrivé. Alors il y a déjà eu des bouquins, hein, il y a eu on va dire des encyclopédies, Oui. hein, où on résumait l'histoire du jeu jusque dans les années 80-90. En gros, ça s'arrêtait à Catan, en fait, à ce qu'on appelle le jeu moderne. Oui, Hein, c'est ça, si je me Oui, souviens ça bien. s'est c'est arrêté surtout- avec Jean-Marie L'Autre. C'est ça, c'est en ça. quelque sorte. Parce que Jean-Marie L'Autre, il a arrêté avec, Oui. avec jeux et stratégie. Quoi. Voilà, Oui, alors que nous, Déjà, il avait du mal à suivre là, à ce Au moment-là. début, oui, enfin, sans aller jusque-là, mais en tout cas, ce travail-là de compilation a existé de tout temps, Voilà. et puis s'est arrêté, pour ainsi dire, avec Jean-Marie L'Autre. Oui. Et du coup, alors que le jeu se développe vraiment, on va dire, au niveau industriel, on en parlera peut-être après de ce qu'il est devenu, qu'il y a de plus en plus de joueurs, des tas de questions se posent sur pourquoi, comment, qui sont les auteurs, pourquoi on a envie de faire un jeu, qu'est-ce que ça provoque, dans quelle case on doit les mettre. Et il n'y avait pas eu vraiment d'ouvrage posé à partir de cette réflexion-là. Et c'est peut-être un des premiers qui arrive sur ces 20 dernières années, il me semble. Je ne sais pas, Michel, tu J'imagine que tu as un peu regardé autour. Oui, oui, enfin, c'est toujours difficile de présenter les choses comme ça de ma Je le part, fais, moi. mais toi tu le fais, donc très bien. Oui, si moi j'ai essayé d'écrire ce bouquin, c'est pour dire un truc qui n'était pas sur la table, enfin qui n'était pas présent, qui se résume assez simplement. Que fait-on quand on joue et pourquoi crée-t-on des jeux pour permettre à des gens de jouer à des choses nouvelles? C'est ce geste-là que j'interroge, c'est ce geste collectif que j'interroge aussi, en se demandant pour quelles raisons, au fond, la sociologie, pour employer un grand mot tout de suite, ne s'intéresse pas à cette question quand on pense qu'il y a 80% de la population française qui joue à quelque chose. Hein. Ça peut être la belote, le tarot, le rami, le domino, mais ils jouent. Et Ils jouent. 99,99% des enfants jouent. A fortiori les enfants. Mais Donc on est tous passés à un moment donné ou à un autre par le jeu. Ceux qui ne jouent pas meurent de toute C'est façon. ça. a fortiori, C'était mais je voulais en tout cas, un là fort on réflexe. est pardon Natacha. Non, moi je me focalise complètement sur le jeu de société, c'est-à-dire le jeu avec règles, etc., D'accord. qui démarre pour les enfants à partir de 6-7 ans quand même, D'accord. et seulement là. Mais c'est de ces jeux-là dont je veux parler. Et à cela, vraiment la grande majorité des populations occidentales jouent, même s'ils s'en défendent, même s'ils ne le réalisent pas. Est-ce que vous jouez à quelque chose, vous? Ah non, bah, vous jouez bien à la belote, le concours. Ah bah oui, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Hein, mais tout le monde Ouais, joue. tout le monde fait ça. Ouais. C'est en train de changer très fort, ça. Ouais. C'est en train de basculer complètement. Alors, il y a quand même un sous-titre, je ne sais pas comment on appelle ça en littérature, une baseline, qui est assez intéressante et très dans l'air du temps, qui s'appelle un art à part entière, parce que tu te poses une question sur la démarche artistique. Et je dis que c'est dans l'air du temps parce que, avant même que nous sachions que tu écrivais un livre là-dessus, à moins que tu y sois depuis très très longtemps, on a organisé des débats ici, où Natacha était venue. Parce que la question se pose depuis un certain temps sur est-ce que la création d'un jeu entre dans une démarche artistique. Je ne dirais pas que la question se pose, je dirais que quelques-uns Pose la question. Et donc, dans ce livre,
forcément tu l'abordes puisqu'il y a le sous-titre. Mhm. Et on dirait même que tu prends parti direct. On dirait même que c'est ça mon propos. C'est ça ton propos, c'est de venir dire Vraiment que, ça, ouais. la création d'un jeu de société est à la même échelle ou même avec les mêmes contraintes que la création artistique. Et tu illustres d'ailleurs le propos avec la couverture. Je ne sais pas qui a choisi ça. C'est moi. C'est toi. C'est des peintures de Dominique Hérard Ouais, ouais. que les plus anciens connaissent, qui est un auteur de jeu, mais qui est aussi peintre Qui est d'abord peintre. et oui. qui est aussi un ami de longue date, c'est ça? Qui est oui, enfin quelqu'un avec lequel j'ai travaillé longtemps et puis qui est un ami, oui, c'est ça, bien sûr. Et donc, ça tient en 159 pages. C'est pas énorme. C'est hein. pas énorme. Alors, Ça se lit facile. ça, c'est un mensonge. Oui, c'est vrai, je l'ai lu, j'ai mis des trucs. Non, en fait, ce qui est intéressant et ce qu'il faut comprendre quand on va s'atteler à la chose, c'est donc, il y a plein d'axes. Tu le disais, c'est Oui. personnel. Oui. Donc, tu as commencé à écrire ça avant de parler de l'intérieur, parce que les gens ne te connaissent pas vraiment. Enfin, si, ils te connaissent, mais ceux qui sont arrivés, on en discutait il n'y a pas très longtemps, et aussi à propos de Dominique Hérard, quand je dis les plus anciens. Michel, C'est-à-dire qu'il y a un glissement. Michel, c'est quand même un grand monsieur de l'ombre. hein. Voilà, mais c'est aussi il y a un glissement dans ce que les gens connaissent du monde ludique. C'est-à-dire que maintenant, on parle de la génération qui est en place, c'est Antoine Boza, c'est Bruno Catala, mais tous ces gens-là existent parce que il y avait Michel, parce qu'il y avait Dominique, parce qu'il y avait Philippe Despalières, et même la génération, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec François Descamps et Guillaume, on a fait un long voyage en voiture. Cette génération-là qui est en place est en train de se faire pas bousculer, mais par une autre génération qui arrive, qui a 22, 23, 24 ans, qui essaye de prendre la place. Et j'ai en auto-congratulation, je dirais, et on connaît leur tête maintenant un peu grâce à nous. Oui, ça a aidé. Et donc Michel est l'un des co-auteurs. Pour mémoire, les têtes, alors la mienne n'est pas forcément très intéressante à regarder et pas plus à la télé qu'ailleurs, mais en tout cas, j'ai été en France l'auteur de jeu, l'un des auteurs de jeu, qui a mis sa gueule sur les Sur boîtes. une boîte. Pas par volonté de nous faire reconnaître et de se taper sur la poitrine, mais parce que c'est un copyright qui en vaut largement un autre, et même qui est de plus grande valeur que tout autre. Et puis surtout, c'était affirmer l'idée que oui, ce qu'il y a dans une boîte de jeu, c'est pas une machine qui l'a fait. Là, ça dépend. Ce Ça sont d'un homme. Ce sont ou d'une des femme. individus, ce sont des personnes et ce sont des artistes, d'une manière générale. On viendra à ce point, je crois, bientôt. Ouais. Et d'ailleurs, je me souviens quand on a commencé à bosser sur Trick Track, une des premières personnes qu'on a rencontrées, ça a été Dominique Hérard, forcément, parce qu'il habite trois rues d'ici. Philippe Despalières est venu nous voir aussi très rapidement. Il y avait ce besoin de reconnaissance de l'auteur en mettant le nom sur la boîte et forcément un visage, un nom, ça marque moins qu'un visage. Ça a été une lutte complexe. hein. Moi, ça fait une trentaine d'années maintenant que je suis dans ce métier, que j'ai commencé à faire des jeux et à signer des jeux. À cette époque-là, franchement, avoir son nom était une chose tout à fait incongrue. Enfin, pour les éditeurs français en tout cas, pour les éditeurs allemands, ça commençait à venir. Et ça avait été imposé de haute lutte par des gens comme Randolph, comme Reinhold Wickig ou quelques autres qu'on connaît, dont l'histoire a retenu le nom en tout cas. Peut-être grâce aussi à un éditeur qui était un monsieur qui s'appelle Erwin Glonegger, qui a beaucoup fait pour le jeu. On parlait de livres, d'ailleurs. Erwin Glonegger a écrit un bouquin très intéressant sur le jeu de société des années 70 et 80. Et cet homme-là a imposé quand même dans la maison Ravensburger, il était chef de ce département jeux de société de Ravensburger qui ne faisait que du livre à cette époque et des puzzles. hein. Ils ont créé ce département jeux de société, ils ont imposé à quelques-uns que les noms des auteurs figurent sur les boîtes de jeux. Moi, je suis arrivé, j'ai dit très bien, on va faire comme pour les... Moi, je viens du milieu de la musique. hein. Dans la musique, on met sa gueule quand même sur les disques qu'on édite. Parfois, ça aide à vendre. Et quand on fait des bouquins, on met sa gueule parfois sur la carte de couve. Enfin bref. Donc je me suis dit, sur les jeux, on doit faire pareil parce que c'est une reconnaissance impérieuse qu'on doit donner aux choses. hein. Aussi à l'arrivée d'un certain nombre de personnages dans le milieu du jeu qui sont aussi des artistes. Oui. Et qui sont aussi des artistes, parce qu'il y en avait déjà avant, qui sont des artistes et qui ont envie de revendiquer leur création ludique. Parce que ce n'était pas le cas, si on reprend le cas d'Albert Lamoris, qui a travaillé qui a dans créé le cinéma. à l'époque, il n'a pas voulu avoir son nom sur le jeu parce que ça ne le faisait pas. Enfin, c'était,
Ça pouvait dénaturer son travail Ouais. d'artiste Ça qu'il lui avait à retirait côté. de la sériosité. Bon, les jeux dans les années de la Maurice, en tout cas, c'était On est pré-60. c'était une sale manie infantile, enfin, c'était de l'ordre de la maladie infantile, oui, bien sûr. Et donc, Mais c'est pas tout à fait pour ça qu'il ne l'a pas fait non plus. Hein. C'est pas qu'il craignait que ça dénature ou que ça abîme son travail de cinéaste. Alors c'était pourquoi? Je pense que ça ne se faisait Ça se tout faisait simplement pas. pas. Ouais, Quoi. ouais. Mais les réticences, Ça, venaient d'où? non. Tu sais, il y avait des réticences. Qu'est-ce qui était dit? En gros, parce que pour avoir une réticence, il faut bien que ça pose un problème. Dire, tu sais, quand on voulait pas que les femmes Vous courent savez- les marathons, ils disaient, oh, mais ça va, tu vois, elles vont perdre de la fertilité, elles vont devenir folles, tu vois. Il y a faut pas les trains parce qu'elles vont rendre les vaches complètement, enfin, tu vois. Donc c'était quoi? Les qu'est-ce qui vaches était- sont devenues folles folles, quand même, bien hein, sûr. pour d'autres raisons. Mais Avec enfin, le TGV, oui, elles ont des temps. Mais les réticences qui étaient fournies, c'était sur quoi? Et à quelle époque? ah là là, souvenons-nous simplement que les metteurs en scène de cinéma n'avaient pas leur nom pendant longtemps. Enfin, c'était que des auxiliaires d'industrie, ces gens-là. On a le même phénomène dans la toutes peinture. les disciplines, dans la peinture. Le nom arrive très tard. En fait, Oui, le les nom noms arrive arrivent très tard. avec des idées sociétales nouvelles qui sont liées à l'individualité. Et ça, c'est pas quelque chose qui arrive. Mais- C'est assez récent en fait. Hein. Oui, mais j'imagine bien que quand le mec il a dit moi je veux mettre mon nom, il a dit bah non, ça va être moche. Donc quand je parle de raison, c'est ça. Mais non, t'as pas gâché. Bah, T'as un joli C'est sport. pas des peintures. Alors, bah, je pense que ton c'est nom. même pas ça. C'est pourquoi faire. Pourquoi faire? Oui, Et surtout, puis qui es-tu? surtout Enfin, quand on a imposé l'idée, et c'est vraiment Alex Randolph qui a été le premier à le faire en Europe, en tout cas, quand il a imposé l'idée que le nom, il était sur la Sur le- boîte, ouais. sur le fasting avant. Alors Alex Randolph, moi, les qui, premiers- lui, vient de la com. Alors, il vient de la com, effectivement, il vient de la publicité, il a fait ce travail. Lui, il est arrivé en Europe, parce que Alex est de nationalité américaine, hein, il est arrivé dans les bagages de l'armée américaine pour faire la com des armées américaines, précisément. Et il a continué ce métier de publiciste, de publicitaire après-guerre, en Europe. Oui, il a trouvé que Venise était une petite ville sympa. Il s'est Oui, oui, installé. il s'y est installé, c'est pas si mal après tout. Mais c'est pas tant le fait d'avoir son nom qui est important, c'est un symbole parmi d'autres. C'est pas tout à fait ça mon propos. Quelque part, je m'en fous. Au travers des 30 années que j'ai passées dans le jeu, et à travailler, soit à éditer des choses que j'ai pu créer, soit surtout à soutenir les créations d'autres auteurs, ces difficultés se sont reproduites, c'est pas réglé. Ouais. Puis parfois le nom il est relégué à l'arrière-page, puis des fois il n'y est pas du tout. Ouais. Et puis des fois, en toute bonne foi, l'éditeur fait « Oh mince, j'ai oublié, excuse-moi, je le ferai sur la prochaine édition ». Peut-être le fera-t-il, peut-être l'oubliera-t-il. C'est pas foncièrement fondamental. De toute façon, aujourd'hui, cette affaire est derrière nous. Enfin, Oui, bien sûr. les auteurs sont reconnus ont maintenant. une existence Et d'ailleurs- nominale, etc. Bon, voilà. Et le livre en parle d'ailleurs. C'est pour ça Et qu'après. c'est pas mon propos. Non, mais on a bien compris que et ça a marché du coup, votre histoire de Ça, vous ça a battre marché. pour le nom, puisque le propos c'est de dire un jeu, ça sort d'un être humain, quel qu'il soit, homme, Bien sûr, femme, bien d'un sûr. groupe d'êtres humains, c'est une production de l'esprit, comme peut l'être un livre, un film, un morceau de musique. Et ce livre va un petit peu plus loin. D'ailleurs, il utilise donc ce propos pour, parce que je l'ai parcouru vite fait quand même, mais il y a des passages où tu parles du style que les gens peuvent avoir en fonction de leur nom. Et c'est vrai, je ne sais plus quelle page tu le disais, mais on reconnaît un Sylvie Bark à ça, parce qu'elle a cette façon-là, elle met ça dans un jeu. Ouais, Il y a un fait d'outil, met ça dans un jeu. Donc, si je peux me permettre. vas-y, de dire, permets-toi, tu es là pour ça. Ce qui me permet de dire, et la thèse que je défends dans ce livre, le point de vue est que le jeu de société est conçu comme une œuvre artistique, parce qu'un individu, à un certain moment, avait une chose à dire, et il l'a dite d'une certaine manière, avec un certain outil. Il aurait pu écrire un morceau de musique, faire une peinture ou écrire un bouquin, mais il a préféré faire un jeu pour exprimer une idée particulière. Qu'est-ce qui fait après que pour moi c'est une évidence absolue que ces choses-là sont des œuvres d'art? Il y a grosso modo trois éléments. Le premier, c'est ce dont tu viens de parler, c'est qu'un individu donné fait une chose particulière avec un style. Quand Dominique Erard fait un jeu, on ne peut pas le confondre avec un jeu de Sylvie Bark que tu viens de citer, et on ne peut pas le confondre avec un jeu de Rainer Knizia, ou on ne peut pas le confondre, etc. Je veux dire, chacun a un style, une patte, une façon de faire, des monomanies parfois, enfin, mais en tout cas, il y a quelque chose et il y a un style.
ça, c'est ce qui définit le métier d'artiste dans les autres domaines. Enfin, je veux dire, quand Picasso peint une toile, c'est Picasso, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas Modigliani et c'est pas Goya non plus, quoi. Donc voilà, pour ça. Ensuite, il y a un deuxième champ dans tout ça, c'est le champ géographique. On ne joue pas à la même chose. Restons en France, par exemple, dans l'ouest de la France et dans l'est de la France. On ne joue pas la même chose dans le nord et dans le sud, mais si on étend la carte, on ne joue pas du tout aux mêmes choses en France ou en Russie. On ne joue pas aux mêmes choses en Italie ou en Suède. Il y a des différenciations en fonction des territoires, des cultures, des religions, différences fondamentales en Europe entre les pays de culture protestante et les pays de culture catholique, etc. Donc il y a ce marqueur qui est là et qui est réel et qui se retrouve dans toutes les autres formes d'art. La musique n'est pas la même quand elle est écrite par Sibelius ou quand elle est écrite par Verdi. Et ça reste vrai pour la plupart des autres arts. Puis enfin, le troisième facteur, c'est une chose plus complexe, disons, mais c'est le fait que les jeux nous... je suis en train de perdre le troisième point que je voulais indiquer. Il va falloir m'aider, les gars. Je regarde au résumé que tu as mis à la page ici. 89. Vas-y, dis-moi. Non, mais c'est pas grave. Les techniques et méthodes relèvent, les joueurs... Poursuivons la les conversation. Ça génère. Ça va revenir. Oui, bon, un des éléments en tout cas, c'est que le jeu est là pour permettre l'expression d'un certain état d'esprit, à la fois chez le joueur, chez un groupe de joueurs et chez l'homme ou la femme qui l'a créé. On a quelque chose de très singulier qui se produit, qu'on retrouve dans d'autres formes d'art, mais quand j'écris une pièce de musique, c'est pour que des gens l'écoutent. Quand je crée un jeu, c'est pour que des gens le jouent. Et au-delà du simple fait de le jouer, il se passe quelque chose de très différent et de très particulier avec le jeu. Parce que j'ai fait une partie du travail en faisant le jeu. C'est vous autres qui, en le jouant, faites le reste. C'est ce qui différencie aussi cet art de tous les autres. Parce que tous les autres arts sont des arts où on fabrique quelque chose. Pièce de théâtre, même s'il y a du collectif derrière, une musique, un bouquin, il y a un créateur et il y a des spectateurs. Quelqu'un qui s'assoit devant la chose, qui le regarde, qui a une attitude passive devant la chose, et qui le reçoit tel quel. Quand je fais le jeu, ce n'est pas du tout ça que je fais. Je fais la même chose, sauf que ça s'arrête à un certain moment et qu'ensuite c'est confié à ceux qui vont le jouer. Cette démarche-là est très particulière. C'est aussi ça. Dans cette démarche-là qu'on va reconnaître aussi les auteurs, parce que tous n'ont pas la même manière de passer le relais. Encore qu'on pourrait comparer ça à d'autres formes d'art. Tu parlais de la musique, par exemple. Il y a quand même eu des époques où la musique était destinée comme un jeu à être transmise et à être jouée par celui à qui on la transmettait. Tu vois, la chanson, aujourd'hui on est dans un monde de comment dire, on consomme des produits tout faits, mais à l'époque ça n'a pas toujours été le cas. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais à l'époque dont tu parles, il n'y avait pas non plus de jeu. Enfin, il n'y avait pas non plus de production de jeux telle qu'il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une production, pendant très longtemps, jusqu'aux années 60 en Europe en tout cas, on jouait avec... Alors, c'est pas vrai, on va me sortir évidemment des quantités de choses qui ont été faites dans l'intervalle, mais très peu de jeux nouveaux ont émergé, même dans la première moitié du XXe siècle. Beaucoup aux États-Unis. Un peu plus aux États-Unis qu'en Europe, mais en Europe très peu finalement. Hein. Ceci étant. Pardon. Non, vas-y. Non, c'est pour revenir sur cette histoire d'intervention du spectateur. À mon sens, le propre de l'art, c'est de prendre de faire des constats. Et de fabriquer de quoi défoncer ces constats. Rien n'empêche, des artistes l'ont fait, hein. Tu te dis, la peinture, tu la regardes, mais moi je vais faire de la peinture ou c'est le public qui va peindre à ma place. Ça a déjà dû être fait. Oui, on en parlait des performances c'est ton artistiques. Côté rebelle. Parce que pour moi, après c'est chacun son truc. Oui. C'est non, mais le propos, tu vois ce que je veux dire. Il y a du théâtre de rue dans lequel on met en
en œuvre le public et les spectateurs. Oui, il y a des happenings. Ce qui n'est pas la norme de Ce n'est pas la norme, voilà. Pour moi, Mais ce n'est pas la norme. En effet, la norme artistique dans les arts identifiés, c'est je m'assois sur ma chaise et je regarde. Non, Ouais, je bien te sûr. parlais de la musique, en fait. Après, Je pensais beaucoup à la cuisine, moi, qui se rapproche le plus. Sous les Oui, alors, tu as raison. Sinon, que là, par contre, on pourrait le rajouter dans les arts qui n'en sont pas. Mais... ouais, ça revient au Parce que débat c'est pas- qu'on faisait. C'est pas dans la nomenclature, quoi, la cuisine non plus. C'est pas Ça- dans les ça- Oui, mais ça on pourrait- n'est pas dans les les beaux-arts. Oui, C'est voilà. un point qu'on évoquait dans le débat, c'est qu'est-ce que l'art, le mot art, qu'est-ce qu'il englobe? Et donc, l'art de la préparation du thé, c'est de l'art, mais ça n'est pas comme jeu, le jeu. Ouais. Et c'est un mot qui prête à confusion. Maintenant, je reviens sur un truc que tu disais. Tu as cité plusieurs exemples de peinture et de musique. La problématique qu'on peut avoir, tu dis Picasso, c'est pas Modigliani. Ok, mais on cite en exemple des cadors qui sont connus et réputés. Oui. Comme en littérature, comme en musique qui sont des arts. La problématique vient du fait que quand Madonna fait un tube calibré pour vendre des millions d'exemplaires, est-ce que c'est de l'art au même titre que Mozart, qui lui-même essayait de vendre des... Parce que Mozart était écouté par le peuple, ils essayaient de faire des morceaux de musique qui allaient plaire au maximum de gens. La littérature, pareil, Oui. tu as Tolstoï, mais le roman de gare, est-ce que toutes les démarches ludiques sont artistiques, particiques? Non. Comment ça joue? Mais si. Mais je pose la question comme un néophyte, si tu Non, veux. monsieur. Mais ma réponse est l'inverse, Mops. Je sais. Oui, monsieur, bien sûr que c'est la même chose. C'est-à-dire que la qualité intrinsèque d'une œuvre d'art, on s'en fout. C'est pas parce qu'on écrit un bouquin extrêmement mauvais, quelque part, et qui va se vendre, peut-être même, admettons, et qui sera peut-être même lu, va savoir que ça remet en cause la littérature en tant qu'art. C'est pas parce qu'on peint une croûte innommable que ça remet la Tout à fait, peinture en ouais. cause en tant qu'art. Et c'est pas parce que des jeux de société, et c'est de ça dont tu veux parler, seraient épouvantablement mauvais, quasiment injouables Ouais. ou détestables, que ça remet en cause Je vais un petit peu plus loin que ça. Ouais. Je vais un petit peu plus loin que ça. On parle de démarche. Oui. Donc il y a une démarche. Alors cette démarche, elle peut être consciente ou inconsciente. Le douanier Rousseau, il était peut-être un peu inconscient quand il avait sa démarche. C'est d'autres qui l'ont qualifié et qui ont découvert ce qu'il avait de si particulier qui faisait que c'était majeur. Il y a bien des gens qui font des jeux qui n'ont aucune de ces démarches en tête. Non. Mais ça, c'est pas grave. Non, mais je ne dis pas que c'est grave ou pas. Je dis il y a un moment donné, parce que en fait, Oui, monsieur. la proposition qu'on faisait dans ces débats, avec le MOPS, je crois qu'on était assez d'accord, c'était de dire que l'art c'est simple. Si quelqu'un dit que c'est de l'art, ben ça en est quoi. Donc il suffit que quelqu'un affirme que ce qu'il fait c'est artistique et on ne peut pas le contredire. C'est difficilement, on peut difficilement le contredire. Donc toi, dans ta démarche personnelle, quand tu écris ça, parce que j'ai vu les noms que tu mettais, donc tu utilises des gens dans tes démonstrations qui sont très marqués, qui sont effectivement très identifiables. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais ce qui définit, tu as raison, définir l'art, on ne va pas faire ça 5 minutes, là, c'est fort. un peu compliqué. Ouais, mais, non, on n'en est pas capable. mais On pourrait essayer, mais non, on peut essayer. Ouais, Enfin, On peut essayer. on va relire Kant, Ouais. etc. Bon. Non, c'est pas ça. C'est que lorsqu'on entreprend de faire des jeux, d'abord, rien ne nous empêche d'être conscient de ce qu'on fait. Hein. C'est pas obligatoire d'être dans une démarche complètement inconsciente, mécaniciste ou complètement, complètement spontanée, quoi. On peut aussi y réfléchir. Parfois, on peut créer des jeux parce que précisément, et ça a été mon cas, moi je sais que ma démarche est celle-ci. J'étais capable sans doute d'écrire de la musique comme je suis sans doute capable d'écrire des bouquins, mais parfois il y a des choses que je veux dire et je ne peux pas les dire autrement qu'avec un jeu. Parce que le jeu a une spécificité que d'autres formes n'ont pas. Le jeu est une réponse particulière, c'est une mise en œuvre scénographique et humaine particulière et qui permet de faire passer un certain nombre de messages. Le jeu c'est quoi? C'est toujours pareil. Quels que soient les jeux auxquels on joue, c'est toujours un tout petit message, un fragment qu'on va prendre et qu'on va répéter dans une séquence. Et on va répéter cette séquence une fois, 2 fois, 25 fois, enfin une espèce de mécanique hypnotique un petit peu pour faire pénétrer une idée. Le jeu, c'est souvent ça. Le travail de l'auteur, c'est d'inventer cette mécanique et de la confier à d'autres qui vont ensuite s'en emparer et la faire jouer. Bon, voilà, c'est de ça dont on parle. Mais est-ce que ça veut dire que
je t'écoute, hein, je comprends bien ta démarche, celle d'un Philippe Despalières, même d'un Bruno Catala, qui semble quand même plus technicien finalement, parce qu'il il a une autre façon de penser, mais c'est peut-être la génération actuelle qui a absorbé l'industrie, c'est devenu une vraie industrie. Est-ce que du coup, c'est pas tant le jeu de société qui est un art, mais certains auteurs qui sont artistes? Non, je récuse absolument cette idée. Alors, moi, pour revenir, simplement, tu parles auteur de jeu. Il y a un endroit où on parle d'auteur particulièrement, c'est le cinéma. Or, il existe un mouvement qui s'appelle le cinéma d'auteur, comme s'il y avait un mouvement avec du cinéma pas d'auteur. En réalité, il y a bien des auteurs dans le cinéma pas d'auteur, mais effectivement, pourquoi on fait cette distinction? Parce que la préoccupation de départ n'est pas la même. D'un côté, on a des gens qui veulent servir un produit, il ne faut pas oublier que le jeu de société est aussi un produit qui va donner satisfaction à plus de monde possible pour que l'éditeur et l'auteur gagnent des sous. Et puis, il y a ce dont tu parles, qui est une démarche, on va dire, plus artistique, et donc qui est plus personnelle, plus introspective, où l'on a envie de dire quelque chose ou de montrer quelque chose. Moi, je suis plutôt dans la transfiguration du monde que dans la révolte. Et donc, on va donner un jeu, sachant que cette singularité, parce que l'art, hein, en fait, c'est avant tout de la singularité, en tout cas aujourd'hui, risque d'être commercialement dangereuse. Voilà. Ouais. Alors, pas oui. Enfin, pas une question, je en fait, hein. partage pas tout à fait. Non, ce n'était pas une question. Parce qu'en fait, on est très mauvais, nous, en question, parce qu'on est trop impliqués. Oui, mais on ne sait pas faire, en fait. On fait semblant. Non, mais c'est un point de vue. Alors, je ne vais pas répondre. Je ne suis pas d'accord avec votre question. Je ne suis pas d'accord avec votre question. Bien. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec ce point de vue. Oui. Ne serait-ce que parce que le cinéma, c'est un cas vraiment très, très particulier. Le cinéma, c'est effectivement plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la bidouille foraine au départ. Et qu'est-ce qui fait que le cinéma sort de son statut de bidouille foraine pour devenir un art? C'est quand des artistes venant d'autres milieux, d'autres univers y entrent. Alors, qui sont-ils ces gens-là? Ce sont des metteurs en scène de théâtre, ce sont des acteurs de théâtre, ce sont des écrivains de théâtre, ce sont un certain nombre de gens qui viennent d'autres, ou de la danse, enfin d'autres univers. Oui, parce que le cinéma au départ, c'est un... Oui, non, mais bien sûr, mais il existe quand même pendant quelques années avant, et c'est un art forain. Enfin, on fait des représentations, mais on ne se préoccupe pas de savoir si c'est un art ou pas. Et ce qui fait qu'un jour, on décide que le cinéma est un art, c'est parce qu'on réalise que finalement, ce sont des artistes qui s'en occupent. C'est bien ce que je disais que tu m'as contredit. C'est bien des hommes. Non, mais au final, oui. Non, mais c'est ça, c'est bien. Il y a bien des hommes, il y a une revendication. des femmes. Hein, il y a forcément une revendication. Oui, bien sûr. Mais une fois que c'est fait, on ne revient pas en arrière au prétexte qu'il y aurait non, mais moi je veux pas revenir en arrière. Qu'il y aurait des œuvres de piètre qualité ou qu'il y aurait des hommes ou des femmes qui feraient des films de piètre qualité. En fait, ces questions-là, c'est de la provocation pour arriver à ça. À un certain moment, on s'aperçoit que des artistes peuvent s'emparer d'un outil particulier qui est celui des 23 images par seconde, de toute cette technique qui va avec et de tout cet appareillage monstrueux, il faut bien dire qu'il était monstrueux au début du XXe siècle. Mais ce sont des artistes qui s'en emparent. Et à partir du moment où ce sont des artistes qui s'en emparent, on décrète que finalement cette discipline dans son ensemble, et on ne va pas faire de différence entre les nanars et les chefs-d'œuvre, est un art, le 7e art. Très bien. Quelques années plus tard, là je parle des années 70, il s'est passé exactement la même chose avec la bande dessinée, si vous voulez bien y songer un instant. La bande dessinée, c'était des griffonnages faits pour enfants et adultes attardés pendant longtemps. Enfin, il y avait très très peu de choses qui étaient sauvées. Et puis d'un coup, on s'est aperçu qu'au milieu de tout ça, il y avait des Druyet ou que sais-je encore, enfin des gens qui étaient des grands humoristes, des grands artistes, des grands dessinateurs, des grands écrivains, etc. Et d'un coup, ça s'est encliqué parce que ces individus-là ont permis que l'ensemble coagule et qu'on dise aujourd'hui, mais c'est un art véritable. Et il faut le critique, c'est-à-dire celui qui, en regardant ça, est capable d'identifier des systèmes. Absolument, je suis d'accord. Il dit dans cette bande dessinée, il y a des systèmes, et maintenant ces systèmes, on peut les analyser et les comparer les uns aux autres. Et ça, c'était important aussi, quoi. Bien d'accord, Dr Mops. il faut le regard, bien sûr. Il n'y a pas d'art véritablement sans un regard. Ou alors on est dans l'abstraction la plus pure. Enfin, on fait la pyramide. On pose un bloc au milieu du désert, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, on ne sait pas ce que c'est. C'est bon. Ça arrive. Très bien. Non, mais pourquoi pas? Il y a des explications, ça vient de l'espace. Oui, voilà. Alors, le jeu, c'est une forme
particulière de cette expression-là, et moi je dis qu'elle est unique au sens où je le définissais tout à l'heure, c'est-à-dire elle est unique parce qu'elle passe le relais aux gens qui s'en emparent et qui jouent. Ce sont les joueurs, les acteurs. C'est pas moi, quand j'ai créé un jeu, je cesse d'intervenir, je confie l'objet et ce sont eux qui font les choses avec. Alors dans ces cas-là, comment tu peux vérifier que ce que tu veux transmettre ou provoquer se passe? Puisque ça dépend des gens. Ah oui, oui, oui. Tu vois, je veux dire, comment tu dis, bon, je veux provoquer ça comme sentiment, et qu'est-ce qui se passe? Alors après, je sais pas, parce que il faudrait un panel beaucoup plus large, mais il faudrait quelqu'un qui ait eu envie de proposer quelque chose. Je caricature, je veux, avec mon jeu, déclencher la peur, mais en fait, les gens se marrent. Ouais. Comment tu le gères? Comment tu le... Ah mais non, moi je voulais qu'il se marre. Comment ça se passe? Toi, est-ce que tu as déjà lu le cas? Est-ce que tu as été vérifié que ce que tu voulais transmettre, c'est quand tu joues de la musique, parce que je sais que tu joues de la guitare, etc. Tu es face à un public, tu vois bien comment il réagit. Ils applaudissent. Là... On peut se gourer quand même. Oui, bien sûr, oui, évidemment. Enfin, on peut se prendre un cajot de tomates dans la tronche, on peut se tromper quand on fait un jeu, effectivement. Mais au-delà de la tromperie, enfin de t'être trompé, comment tu fais pour voir que ça se passe comme tu veux? Oui, mais sur le jeu, il y a quelque chose de particulier aussi dans la création de jeu. En général, on fait pas le jeu tout seul dans sa chambre et il est édité et mis entre les mains du public. C'est pas immédiat. Oui, bien sûr, je sais bien, oui, évidemment. Il y a des phases où on va valider, on va évaluer, on va tester, on va faire un certain nombre de choses. Donc on va s'assurer tout de même que ce qu'on cherche à faire fonctionne. Oui, mais alors, je reprends la question. Voilà. Tu te dis, parce que tu dis, je voudrais faire ça. Il y a une intention. Il y a une intention. Oui. Ton jeu, tu es avec tes testeurs, etc. Tu vois que ça marche, mais ce n'est pas ton sentiment. Est-ce que tu rééquilibre pour avoir le sentiment que tu veux provoquer, comme le mec qui regarde sa toile, puis qui se dit bon, en fait, c'est trop à l'eau, je vais remettre je veux, tu vois. Ah oui. Ou est-ce que tu dis oh ça marche et je vais faire autre chose? Non, mais bien sûr que oui, on reprend. Parce que on a reçu des auteurs ici, ils sont matheux. On reprend. C'est un équilibre Excel, si tu veux. Le reste, ils s'en foutent. Pourquoi pas? Est-ce que c'est pas une sorte de... Je ne sais pas. Je pose des questions. Non, mais pourquoi pas? Enfin, Vassarelli a fait des jolies choses en peinture. Évidemment. Je trouve qu'il y a une poésie des mathématiques, mais bon, ça après, c'est autre chose. Bien sûr. Et puis qui peut évoquer enfin, je parlais d'hypnotisme tout à l'heure, d'hypnose dans la séquence qui se répète d'un jeu. Le côté très rigoureux mathématique parfois qu'on peut glisser là-dedans, ça en fait partie. Bon, bref. Oui, on reprend, si on se trompe. On se trompe. Soit on met à la poubelle. Dans le sentiment, je parle, pas dans la mécanique. Dans ce qui se passe, dans la façon dont la chose est perçue, dans la façon dont ça vibre chez ceux à qui on le destine. Oui, si ça ne se passe pas comme on l'a souhaité, c'est qu'on s'est raté dans la mise en œuvre. Et il faut mettre à la poubelle et recommencer. Oui, parce que pour être tout à fait clair, les mathématiques, ça s'écrit. Le sentiment, ça se perçoit. Tu vois, ça se voit dans les yeux, dans les réactions. Tu vois, c'est le mouvement corporel. Je suis agacé. Oui. Tu vois, tu as joué à un jeu ce matin, tu disais. C'est une question de perception. Ouais. Moi, je me rappelle de cet autiste célèbre qui disait « Je vois, moi, dans Pi, un paysage merveilleux ». Oui, bien sûr. C'est une question de perception, je pense, simplement. Et d'imagerie mentale. Et de culture, éventuellement, aussi, sur les domaines concernés. Mais de façon très, très triviale sur la question que tu poses, bien sûr qu'on recommence si on n'atteint pas l'objectif. Enfin, si j'avais l'idée de faire un jeu Attends. On le sait très bien quand on fait des jeux pour enfants. Quand on fait des jeux pour enfants, on y met des ingrédients qui seront à la portée d'un enfant de 8 ans, admettons. Et on ne veut pas l'embarquer nécessairement sur d'autres choses. On ne veut pas forcément l'embarquer sur des pirates qui se fendent la tête à coups de sabre, enfin, pour donner un exemple. Et donc on essaie d'y mettre à l'intérieur des systèmes, des mécanismes et des éléments du fichier Excel, si c'est de ça dont on parle, qui vont dans cette idée, dans cet objectif. Si on a mal réglé le jeu, si on a dévié un petit peu, on se rend compte que ça ne marche pas. Non, mais il peut marcher le jeu. Et on jette à la poubelle. Oui, mais je jette à la poubelle. Même si ça marche. Oui, parce que le sentiment que tu as voulu faire passer. Tu ne jettes pas à la poubelle, tu le mets dans un carton, ça s'appelle un autre jeu.
Oui, peut-être on récupérera un truc ou un autre. Ouais. Oui, mais c'est ce qu'on fait avec les chutes de cinéma aussi ou les idées de scénario. Enfin, bien sûr, on peut récupérer 3 phrases. C'est pas très très nécessaire. Enfin, oui, je prétends que c'est comme ça qu'on travaille. Enfin, je prétends surtout que c'est. Alors, je dis pas qu'il faut travailler comme ça. Je pense qu'avoir cette pensée-là quand on travaille et que les auteurs devraient s'efforcer d'avoir cette pensée-là parce que ça conscientise un tout petit peu ce qu'on fait, ça donne un sens à la voie dans laquelle on s'engage, puis ça solidifie le résultat. Ok. Et donc c'est une posture volontaire qu'il faut avoir. Alors, je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'être complètement inconscient quand on travaille. Non, on n'est pas obligé d'être complètement inconscient. On peut se dire, j'ai voulu faire ce truc pour susciter telle émotion ou tel type de comportement, ça dévie. Est-ce que j'ai envie d'aller du côté où ça dévie ou est-ce que je renonce pour l'instant, quoi. Ceci étant, c'est toujours plus compliqué que ça. Tu as la gentillesse de me rappeler que je faisais de la musique et j'ai écrit beaucoup de chansons. Ça m'est souvent arrivé, parce que les choses démarrent sur des fois de l'émotionnel pur. On se dit on tient quelque chose d'épatant, puis on se met à écrire, et puis quand on a fini, on s'aperçoit qu'on a complètement autre chose. Oui. Et la perception des gens Et, aussi après peut et être du différente. coup, la perception des gens peut être complètement différente pour peu qu'on décide de garder l'objet. Oui, bien sûr, ça arrive, oui. Ouais. Rater, c'est pas forcément échouer, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais C'est en ratant qu'on a inventé la tarte tatin, ce genre de choses. oui, la Hein, tu vois, pénicilline, la il y a pénicilline, des tas de les- trucs voilà. formidables. Non, mais bien sûr. Bon, maintenant, moi, je pense qu'il y a intérêt à avoir une approche consciente de ce qu'on fait et de l'impact que ce qu'on fait provoque. Oui, La sérendipité n'évite pas l'art. Alors là, vous prenez votre Google, vous tapez sérendipité Voilà. avec un A ou un E. avec un E, Avec c'est ça. Du coup, Du coup. comment tu perçois le monde du jeu par rapport à ce que vous vouliez, vous, quand je dis vous, c'est toi, etc., il y a 25-30 ans, la nécessité de le coucher sur papier, ce que tu penses, vers quoi on doit aller, tu as plein d'exemples, et toute cette génération qui arrive, et celle qui provoque chez moi ces quelques exemples, parce qu'on en reçoit beaucoup ici des auteurs, et des gens comme vous, toi, Philippe et autres, c'est pas les plus nombreux qu'on reçoit là. On reçoit souvent des gens, même s'il y a de la poésie dans les mathématiques, qui sont excités par juste une mécanique, tu vois, Ouais. qui sont plus des ingénieurs que des purs Bien. créatifs. Comment tu as perçu ce glissement? Comment tu perçois les éditeurs Oui, oui. maintenant, le monde du jeu? Tu Oui. vois ce que je veux dire un peu en gros? Non, je comprends, mais enfin, ça ne remet pas en cause les auteurs et leur façon Ah non, de mais travailler. bien sûr. tout ça, hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Non, mais il s'est passé quelque chose d'assez marrant. Enfin, je peux le dire de cette façon-là, quoi. C'est que à l'époque où moi j'ai fait des jeux, je disais tout à l'heure, ça fait 30 ans que j'ai commencé à faire ça, et quelques autres que tu cites ont commencé aussi à la même pour que les gens époque. qui nous regardent et qui déboulent parce qu'on est en live sur Facebook, tu es l'un des co-auteurs du célébrissime Abalone, par exemple. Oui, Abalone, en plus, en discutant avec toi, en discutant avec Laurent. avec Laurent, on se rend bien compte de la démarche créatrice, de la démarche esthétique, de la démarche, on va dire, intellectuelle que peut avoir le jeu Oui, à oui, tous les oui. niveaux. Même, j'ai encore vu à Cannes Laurent qui m'expliquait la création de son matériel avec des Ouais. machines, les boules, la sensualité. Tu vois, on sent bien, bien sûr. c'est là, quoi, c'est présent. L'émotion qu'on pouvait avoir en touchant les billes, toutes les problématiques que vous avez dû En résoudre. touchant des boules. Non, vas-y, dis-le. En touchant des boules. voilà. Mais on croise des créateurs de jeux qui sont loin de ça, malgré tout. Oui, enfin, Encore. tous les jeux ne se prêtent pas nécessairement à cette même démarche. Mais enfin, Il n'y a pas de la sensualité dans tous les jeux. Non. oui, bon. Alors, Abalone, allons-y Ouais. deux minutes là-dessus. Abalone, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'on essaie de faire comprendre? J'essaie de faire comprendre 3 choses, en gros, aux gens, et c'est pour ça qu'on le fait en créant Abalone et pas en écrivant un bouquin ou en composant un morceau de musique. C'est travailler ensemble, essayer d'être au centre des choses et éviter de rester seul dans votre coin. Une fois qu'on a posé ces 3 éléments-là, on a presque le jeu. Mais ça ne suffit pas d'avoir posé ces 3 éléments. Après, il faut quelque chose d'un peu fondamental pour l'animer. Je crois beaucoup à ça aussi. C'est-à-dire quand on fait un jeu, et si on veut que ce jeu rencontre l'émotion du public, il faut
aller chercher du côté de ce qu'il y a dans le ventre et dans le cœur des gens. Là, c'est quoi? C'est des choses très bêtes, on revient aux mathématiques, c'est universel. Tout le monde sait que 3 est plus grand que 2. Tout le monde le sait, c'est l'évidence et c'est les fondements même du jeu. Tout le monde sait que si on se met à 3 contre un seul, on va pouvoir le pousser probablement Le déplacer un peu. de le déplacer un peu. Les Horaces et les Curias nous prouvent le contraire parfois, mais enfin en règle générale, tout de même si on se met à 3, on peut repousser un individu seul. Bon, ça c'est les deux principes fondamentaux, les choses qui vibrent, que les gens ont dans la tête, qu'ils soient au Japon, en Colombie ou en France. C'est universel. Donc c'est ces deux choses à la fois. C'est un message, travaillez ensemble, ne restez pas seuls, essayez de coordonner vos mouvements, et puis un fondamental. Après, il y a le travail, effectivement, et Laurent a raison de dire que c'est très important, et il y a passé, parce que c'est surtout lui qui a travaillé sur les objets davantage que moi, il a passé ses journées, ses nuits, Il y passe encore. et encore ses nuits, et il y passe Et encore. 25 ans après. Parce que Laurent est un perfectionniste absolu et que rien ne doit être négligé, et que rien ne doit rester dans l'ombre. Et je pense que là, de ce point de vue, le jeu n'est pas qu'un art, c'est aussi du travail quand on. Voilà, mais. Ah, le fameux schlock. Allez. Le schlock, c'est un truc très important. Par exemple, sur Avalon, on a passé des heures et des heures avec Laurent à chercher le bon bruit. Oui, absolument. C'était très important pour nous. Bon. Oublions. C'est pas bon, ça c'est un élément extrêmement Tout à fait. important, ce genre de petits détails. C'est-à-dire que tu travailles sur un jeu, et ce qui est important, c'est le bruit qui va être déclenché. C'est-à-dire que Oui. là, c'est vraiment, on est dans la sensation, la sensibilité, la perception. Oui, absolument. Et- Et un des premiers à travailler là-dessus, c'est effectivement Alex Randolph. Alors ça, je ne sais pas, par contre. Ah, Sur mais le son. non, pas sur le son, sur le matériel de Ah jeu. oui, sur le matériel. Le moment où l'auteur dit Oui. je veux que le matériel soit comme ça aussi, parce que ça compte dans mon jeu. Ah oui, avec de la part d'Alex, des larmes souvent et de la frustration, parce que Alex m'a souvent dit, regarde, tu vois, il y avait de très belles maquettes chez lui, des objets qu'il préparait pour tester ses jeux et pour les présenter aux éditeurs. Il me disait, je leur ai encore donné merveille et ils me rendent de la confiture pour les cochons. C'est ça. Quoi. Bien sûr, sûr, pas ça, forcément c'est- compris à ce moment-là. C'est coûteux, quoi. Oui, C'est coûteux. C'est l'industrialisation. coûteux. Il aurait dû vivre à notre époque des KS. La chance qu'on a eue avec Laurent pour Abalone, bon, mais cet exemple, enfin tout le monde ne peut pas non plus copier ce modèle parce que c'est pas un modèle, c'est une concours de expérience, une circonstances. aventure un peu unique, oui, mais on l'a fait nous, c'est-à-dire que nous l'avons fait comme on voulait, au rythme qui a été le nôtre, avec la chance de trouver des financements qui nous ont permis de travailler pendant plusieurs mois et de faire avancer l'objet et le discours et l'ensemble des choses telles qu'on le voulait. Bon, c'était une chance formidable. Mais il fallait ça, ceci dit, hein, sinon Avalon, ça aurait été qu'un jeu Au milieu des autres. au milieu des autres, enfin sans grand intérêt, oui. Oui, c'est tout Probablement. ça qu'a pris fin. Il fallait que tout ça soit là, oui. Alors, je m'en rappelle plus. Non, mais c'est pas le début très de ton grave. Non, propos, non, moi non plus, c'est pas très Voilà, grave. J'ai oublié. Oui, c'était sur comment était le monde. C'est-à-dire que Ah oui, le ça, monde c'est une le monde d'avant et le monde d'après, ouais, oui. puis même, c'est une pierre qui se pose. À mon avis, il arrive à un moment important Si, du oui, secteur. mais voilà, c'est un point important, je voulais réagir de cette manière là-dessus. La différence fondamentale entre l'époque ancienne, dont je fais partie, et celle de ces auteurs aujourd'hui, c'est que nous autres, les vieux là, des idées jeux, il y en avait plein sous nos pas. On marchait, on les ramassait, ils étaient au sol, on prenait l'idée, on la regardait, elle était belle, on pouvait en faire un très beau jeu. On était 50 à faire ce métier dans le monde. Hein. Et il y avait des idées partout, il y avait juste à se baisser pour les regarder. Moi j'ai souvent dit, mais un jeu, comment faire un jeu? On s'assoit à la terrasse d'un café, on regarde le garçon de café bosser avec son percolateur, on a une idée épatante tout de suite. Enfin, il y a des choses formidables qui se produisent. Ce café Randolph, on regarde un buffet, on regarde comment les gens se comportent pour aller prendre la place, piquer les petits fours, on peut faire. Bon, la vie nous offrait des opportunités formidables de tout de suite trouver des idées. C'était il y a 30 ans, et c'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, les auteurs de jeux ne sont pas 50, ils sont 5000. Au moins. Le marché du jeu, il y avait 150 jeux à tout casser ou 100 jeux qui sortaient par an, il en sort un millier aujourd'hui.
On n'est pas du tout dans le même contexte, et les auteurs de jeux aujourd'hui, de plus, ne sont pas auteurs de jeux par hasard, ou en plus de leur activité, mais ils sont des auteurs de jeux volontaires, si je puis dire. Le seul auteur de jeux volontaire que je connais, non, il y en a deux, mais c'est Philippe Despalières, qui très jeune dit « je veux être auteur de jeux Ouais. ». Voilà. Puis Dominique Erard, un peu qu'il fait, bien qu'il sache qu'il est peintre et qu'il fera de la peinture, mais il dit « je veux quand même être auteur de jeux » très tôt, très très tôt. Mais ils sont rares, en général, on est tous auteurs de jeux par hasard, on faisait d'autres trucs, et puis bon. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens plus jeunes se sont mis dans cette carrière pour en faire un métier, pour en faire un aboutissement, pour en faire un art, enfin, pour exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et ils le font à travers cet outil. Donc évidemment, c'est beaucoup plus intéressant, mais c'est beaucoup plus difficile en même temps. Mais c'est pour ça aussi que j'écris ce livre, c'est pour leur dire, c'est difficile, c'est intéressant, mais il faut vraiment penser à ce qu'on fait, parce qu'il y a en ajoutant en mettant de la valeur ajoutée d'une pensée profonde, d'une pensée forte sur nos démarches, qu'on y verra clair et que vous avez une petite chance peut-être d'intéresser le public, d'intéresser les gens. On peut pas faire des jeux comme ça. Il faut une pensée qui guide tout ça. Alors, avocat du diable, est-ce que le jeu de société ne serait pas à l'endroit des artistes ratés? Si tu nous regardes, non, Ça, Ceux qui ont même raté dans la BD, c'est ça? Voilà, non. donc comme dans le cinéma, dans la musique, dans la peinture, dans le roman, enfin je ne sais pas, dans les arts nobles. Tu vois. Oui, Est-ce que oui, c'est oui. pas Non. est-ce que c'est pas le refuge des ratés? moi, je n'irai pas jusqu'à. je vais laisser répondre. Non, non, je pense pas que. Je vais aller pleurer. Non, mais Non, 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 mais c'est intéressant. Ça, oui. ouais, c'est intéressant, mais je pense que c'est de la provocation par la caricature violente. Je pense, moi, qu'il y a un certain nombre d'arts qui sont difficilement accessibles de par la vie qu'on a. C'est-à-dire que, de fait, très peu de parents poussent leurs enfants à faire une école d'art, de cinéma, ou tu vois, donc c'est très difficile. Une école d'auteur de jeu. Ouais, bon, école d'auteur de jeu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent par ce biais-là. Et puis il faut un certain talent et certaines compétences. Pour écrire des bouquins, il faut savoir manier les mots, les maîtriser. Pour faire du cinéma, il y a un moment donné, il faut connaître les Oui, ressorts. enfin, là aussi, il faut. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas mal de gens qui voient que c'est un secteur nouveau, c'est un truc qui n'est pas de l'art, mais en attendant, enfin, qui n'était pas considéré comme tel, mais qui peut l'être. Et en fait, c'est pas que tu es raté, c'est que tu n'as pas eu l'opportunité, soit parce que tes compétences ne te permettaient pas de briller dans la musique ou dans la littérature, et que tu peux trouver là un biais. Donc peut-être que la demande de pas mal de gens de vouloir considérer ça comme de l'art, c'est d'abord parce que l'art c'est cool. c'est cool, c'est bien considéré, c'est intellectuellement supérieur. Pour pécho, Mais c'est je suis mieux. pas certain que ce soit des. Je suis pas sûr que ce soit ça. Je suis pas sûr. D'abord, c'est un champ nouveau qui. Tu préfères le raté du MOPS. Non, non, Moi, non. j'essayais de sauver les mecs qui pouvaient le prendre mal, mais vas-y, dis-moi. Non, non, mais je suis pas sûr que Bob ait raison et je suis plus proche de ton point de vue, bien sûr. Non. Non, non, d'abord, c'est un champ nouveau qui s'ouvre. C'est ça, terra incognita. C'est un champ nouveau qui s'ouvre et évidemment, quantité de gens ont envie d'aller mettre un doigt de pied, voir si l'eau est bonne et voir si. Et puis c'est rigolo, et puis etc. Et puis c'est comme toutes les autres formes artistiques, mais pour autant, pour ainsi dire, ça démontrerait presque que j'ai raison en qualifiant ce secteur de secteur artistique. Hein, bon, au passage. Et donc ils vont y voir, et ils sont nombreux à aller y voir, et c'est bien naturel. Enfin, voilà. Je dis juste que c'est un secteur difficile. Il n'y a pas la possibilité de faire autant de jeux que ça. J'ai évoqué la BD tout à l'heure, on le voit aussi. Les auteurs de BD sont plein de problèmes. Il y a une sursaturation évidemment de nouveautés, de choses éditées, etc. Alors maintenant, on ne va pas aller expliquer à tous ces gens. Il ne faut pas le faire parce que ça abîme le marché d'en mettre trop. Bah oui, mais non, c'est pas grave, quoi. C'est comme ça, c'est comme ça, et c'est comme ça, et ça se régulera d'une manière ou d'une autre. Mais précisément parce que c'est un univers qui devient extrêmement concurrentiel, pour employer les termes de marché et de commerce à la mode, comme c'est un secteur très concurrentiel maintenant, il faut être bon, quoi. Voilà.
Mais ça ne remet pas en cause ni la nature artistique d'une démarche, ni la nature artistique des objets in fine, quoi. Alors, C'est aussi ça que je veux dire. Est-ce que tu ne penses pas que dans le jeu de société, je te tutoie, hein. Oui, je vois ça, oui. Et toi, 2 minutes de discussion et hop, vas-y, quoi. Ouais. Non, Bah ouais, mais c'est physique après. comme ça, Est-ce que tu ne crois pas que dans le jeu de société, puisqu'on partons de l'idée qu'on est dans la transfiguration du monde, on est dans une œuvre qu'on produit, les outils que propose le jeu de société sont plus limités dans l'expression des émotions, en tout cas, que dans d'autres arts comme la musique, la peinture. Oui. Après, alors, juste avant que tu répondes, moi j'ai beaucoup de mal avec le principe qui consiste à dire que ce qui compte dans une œuvre artistique, c'est l'émotion. Pour moi, ce qui compte dans une œuvre artistique, c'est la réflexion qui t'amène à faire ça. Tu vois, je veux dire, pour provoquer l'émotion, même si on n'a pas, parce que justement, tu pourrais très bien discourir sur faire des œuvres sans émotion, comme ils ont voulu tuer la peinture, en faisant une œuvre alors, tu vois. Donc, cette histoire d'émotion, voilà, après, je te peux laisser continuer, mais... Oui, ça c'est indifférent. Oui, enfin, bien sûr. Tu t'en fous, quoi. Non. Oui, enfin, il n'y a pas que l'émotion, en effet, évidemment. Mais non, pour en revenir, est-ce que le jeu n'est pas limité dans sa capacité d'expression? Ben, Je parle pas forcément d'émotion, dans sa capacité d'expression par rapport à d'autres arts. je comprends mieux ce que tu dis. Ben, tout dépend. D'abord, tout dépend des autres arts. De quels arts on parle. Si on parle d'architecture, quelle latitude a-t-on véritablement, alors qu'il faut quand même se colter avec des matériaux lourds, des grosses pierres ou des morceaux de bois ou des morceaux de verre. Enfin, on trimballe des choses difficiles aussi en architecture. Et, bon, voilà. On exprime moins de choses C'est vrai qu'on en demande architecture moins à qu'en l'architecture peinture. d'exprimer les choses. Voilà, on ne demande pas beaucoup Alors, à est-ce que l'architecture le jeu d'exprimer de les choses. société n'est pas tout simplement un art appliqué? Non. Il est habile, hein. Non, il est habile, mais ça, c'est pas du tout un art appliqué, le jeu de société. Enfin, il le serait dans une toute petite catégorie de jeux de société qui seraient des jeux abstraits pour 2 joueurs, et encore quand ils ne sont pas très bien réalisés, c'est-à-dire quand ils sont purement théoriques, quoi. Ça, c'est vrai, on serait peut-être là dans l'art appliqué. Mais non, les jeux de société c'est des mises en scène, il ne faut quand même pas oublier ça. Pense à des jeux de quelqu'un que vous avez reçu certainement ici, qui est Roberto Fraga. Qu'est-ce qu'il fait, Fraga, quand il fait des jeux? Il crée le bordel, quoi. Les gens se lèvent, on va sauter, on va se mettre à 4 pattes sous la table. Qu'est-ce qu'ont fait les mecs de RepoProd avec les jeux qu'ils ont promus dans la première époque, en tout cas de leur apparition sur le marché? Ils ont créé du bordel généralisé. C'était ça leur idée, quoi. C'était de créer du désordre, etc. C'est le jeu qui faisait ça. Et on évoquait tout à l'heure le Jungle Speed de Tom et Pierrick. Qu'est-ce qu'il faisait celui-là? Il a permis à des tas de jeunes gens de se toucher les doigts, de s'entrelacer gentiment sous prétexte de... Mais ce qui se les péter aussi, parce que... Et se péter les ongles. Se faire greffer. Mais c'est ça qui avait de l'importance tout de même. Et là, on voit... Alors, c'est pas seulement des émotions, c'est des gestuels, c'est du partage. Voilà. Mais je pense que ce que tu dis là, et surtout quand tu racontes l'histoire d'Abalone, le début, je reste persuadé que, et c'est peut-être pour ça qu'il faut que les gens lisent ce livre, et il est intéressant pour les auteurs, pour les éditeurs, mais aussi pour les joueurs, c'est que c'est une réflexion qui ne me semble pas présente chez beaucoup de gens, y compris les auteurs ou même les gens qui jouent. Je pense que la plupart des gens qui jouent sont totalement déconnectés de ce pourquoi, par exemple, vous avez fait Abalone. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible, oui. Ils ne prennent que le... Surtout avec un jeu comme Abalone, où je pense, tu vois, c'est des jeux abstraits à 2, où le conflit, je vais te la mettre profond. Tu vois, je vais... Et c'est pour ça que je pense que c'est le bon moment de sortir ce bouquin, de l'écrire, qu'il fallait bien que quelqu'un s'y mette et que c'est important que ce soit toi, que je pense que Natacha a eu une bonne idée de faire cette maison d'édition, parce que je pense que si on ne veut pas que le secteur devienne comme la BD ou autre, où on perd les repères, où certains, surtout ceux qui, on va dire, pas qui commandent, mais parce qu'un auteur de jeu sans un éditeur,
qui va chercher à toucher un public, il n'est pas grand-chose. Parce qu'on le voit, les auteurs de BD se plaignent, ils gagnent de moins en moins leur vie, on leur accorde de moins en moins d'importance et de crédit, et c'est grave à plus d'un titre. C'est grave parce que dans beaucoup de domaines créatifs, énormément de gens gagnent leur vie, alors que ceux qui, sans être à l'origine, alors que ceux qui sont là et qui fabriquent l'outil qui va permettre à tous ces gens de s'enrichir, eux ne touchent plus grand-chose. C'est terrible dans le monde de la BD, c'est terrible. C'est-à-dire que je voyais des auteurs de BD qui disasaient qu'en fait, quand ils arrêtaient un album le vendredi, ils respiraient le samedi dimanche, mais le lundi suivant, ils s'y remettaient parce qu'il fallait qu'ils trouvent de quoi gagner leur vie. C'était une course en avant. Et ils avaient de moins en moins de... Tout le temps de l'humanité, ça n'a jamais été la création artistique qui rapportait des sous, mais le commerce. Le commerce. Oui, c'est le commerce. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que la parole soit donnée, celle-là soit donnée, qu'elle soit écrite, parce que cette parole que nous on donne, le problème des vidéos, c'est qu'elle disparaît aussi vite qu'elle a été mise en ligne. C'est-à-dire que là, les gens nous écoutent, mais dans un mois, ils seront passés à autre chose, alors qu'un livre, une fois que tu l'as acheté, tu le lis. Moi, je ne veux pas donner de leçons à quiconque. Hein. C'est pas des leçons que je... Non, mais... Là, c'est moi qui parle. On le voit bien. J'ai bien compris. J'ai là les dernières phrases de la postface. Que tous sachent que pour autant, je prends à mon compte les inexactitudes et les errements que l'on pourra débusquer ici et là, et desquels ils ne sont en rien responsables. C'est même pas... Ah, c'est cool. Oui, mais si toi tu... Quel focus. C'est pas à toi de le dire, mais c'est incroyable. C'est à nous de le dire. Mais Mops, il est fort. Comment il lit quand il lit? Il comprend le contraire de ce qu'il écrit. Non, je veux dire, il ne s'agit pas de donner des leçons aux auteurs de jeu. Ce que j'invite surtout à travers ce livre, une fois que j'ai exposé un certain nombre de choses, ce que j'ai exposé là, puis il y a d'autres bricoles, oui. Il y a des parties assez longues aussi sur les conditions économiques. Oui, tu parles, regarde, j'ouvre au pif, j'ai vu les évolutions du droit, j'ai vu un truc sur les municipalités, les ludothèques, parce qu'il y a un pan politique quand même. Bien sûr. C'est d'ailleurs une chose amusante, enfin, pour la faire brève. C'est toute la deuxième partie. Oui, c'est toute la seconde partie qui est davantage consacrée au contexte, disons, au contexte économique et politique du développement de tout ça. Mais c'est intéressant de constater que le jeu n'est pas reconnu, pour ainsi dire, au plan sociologique ou social, mais que quantité de villes en France et ailleurs dépensent des ronds pour créer des bibliothèques. C'est un espèce de paradoxe comme ça en apparence. Alors très bien, tant mieux, c'est parfait. Mais pour les enfants. Mais pas les enfants. L'essentiel pour l'essentiel pour les enfants, mais ça fait... Pour faire du social. Oui. Voilà, donc là on utilise le jeu dans un des aspects de son utilité, sociologiquement parlant, qui est, voilà, on fait des ludothèques pour faire du social, pour faire de l'occupationnel peut-être, en tout cas pour faire... Il pourrait faire autre chose, il pourrait bien sûr. Absolument imaginer autre chose que de faire des ludothèques. Mais les ludothèques, il y en a partout, et il y en a de plus en plus. C'est des maisons des jeux qui sont soutenues par des subventions publiques, etc. Donc là, il y a une espèce de paradoxe, très bien. Non, ce que je voudrais réveiller surtout à travers ça, les auteurs bien entendu qui s'en inspirent, et je crois que les auteurs en ce moment sont en plus en train d'essayer de s'organiser sous forme de néo-syndicalisme, d'association à vocation peut-être néo-syndicale, quelque chose comme ça, mais ils ont le besoin aussi de se mettre au jus sur des choses de l'ordre du droit, sur des choses t'as pas le choix. que j'évoque ici. Et puis surtout, ce que j'invite, c'est qu'il y ait des universitaires qui entament des travaux sur ces questions, parce que je le disais au tout début de cet entretien, c'est qu'il y a 60 millions de personnes qui jouent dans ce pays. On néglige complètement ce phénomène. Encore une fois, ceux qui jouent à la manille ou au tarot, ils ne sont pas négligés. Oui, tout à fait. Ils se livrent exactement la même occupation que ceux qui jouent à Agricola. Exactement, on est d'accord. Il n'y a pas de différence. Il y a une petite différence de nature, parce que, évidemment, les jeux traditionnels, on sait que les enjeux sont un peu tenus à distance et qu'on ne va pas s'empailler si on gagne, si on perd. C'est le jeu qui joue un peu à notre place et tout va bien, mais quand même, c'est bien ça qu'ils font. Et c'est bien ça qu'on fait tous. Or, je ne sais pas, depuis Roger Caillois, peut-être, dans les années 50, rien n'a été écrit là-dessus. Si, Jacques Herriot, quand même. Oui, tout à fait. Oui. Qui est difficilement trouvable aujourd'hui. Qui est difficilement trouvable, malheureusement, oui, mais qui est un monsieur qui a été beaucoup plus loin que Caillois. Oui, et puis il y a des pages aussi d'autres... difficilement trouvable. Il y a des pages de Guy Debord. Cher ami, quel est votre métier? Je rêverais de rééditer en Rio, ça. Non, il y a des pages de Guy Debord aussi, mais enfin qui
souvent les gens se sont concentrés sur l'aspect polémologique du jeu. Le jeu comme miniature de l'art de la guerre, et c'est souvent ce qui retient les penseurs et les philosophes. Moi, je voudrais vraiment inciter les sociologues et des historiens à se pencher mais surtout des sociologues, à se pencher sur ce qui se passe. Sur ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit cette floraison de festivals, cette floraison de maisons de jeux et de ludothèques, cette floraison de ce qui se passe autour de Trick Track. C'est quand même un truc extraordinaire. C'est ce que voudrait faire Asmodée, qui est venu nous présenter justement son projet justement de travail de recherche sur le jeu de société, et en tout cas d'aide à la recherche. Je soutiens a priori des deux mains une telle initiative. Je ne la connais pas à cette heure, mais je pense que je serai amené à la connaître. Ça a été annoncé il n'y a pas de très longtemps. Mais c'est très bien, c'est très bien. Il faut impérieusement le faire. Parce qu'encore une fois, on a tout à y gagner à faire que ce jeu de société, cette façon d'interagir et d'agir avec les autres, quand on fait nos créations et quand des gens s'en emparent pour les jouer, qu'on reconnaisse ça comme quelque chose de totalement singulier. C'est non seulement singulier, mais extrêmement utile. Moi, j'aime à le rappeler. Il y a énormément de choses dans ma vie que je dois à l'apprentissage via le jeu de société. Énormément Je suis chef d'entreprise par hasard, et si j'ai réussi à gérer mon entreprise, je l'ai appris en jouant à des jeux, et pas autrement. Alors, j'avais plutôt attiré par les jeux de ressources, mais il n'en demeure pas moins que tous ces gens qui avaient inventé des jeux de ressources, ça m'a appris, moi, à gérer tout un tas de trucs. Donc ça fait travailler pas mal de choses. Et puis, imaginons un instant maintenant la position de l'auteur de jeu qui crée ce jeu de ressources vaste et large, et qui est obligé de définir un univers, qui est obligé de définir à l'intérieur de cet univers une espèce de constitution, le gros système vertical, puis qui est obligé de mettre des lois pour articuler tout ça, puis des décrets pour que tout ça s'articule. Et quand il a fait tout ça, il a fabriqué une société humaine qui doit fonctionner. C'est-à-dire que toi, Fall, tu vas pouvoir rentrer dedans sans encombre, et moi aussi, et Natacha, et d'autres personnes qui ne nous ressemblent pas forcément, mais qui d'un seul coup... Donc ce travail-là de recréation d'univers, franchement, si ce n'est pas un travail artistique, de quoi parle-t-on? Sans doute, je veux bien. Comme on le disait avec le MOPS, nous, il suffit que tu nous dises que tu fais de l'art, et on dit d'accord, tu fais de l'art. Voilà, Enfin, en tout cas, ça ne nous pose pas de problème. Vous avez compris, les gens? Non, mais c'est ce qu'on avait dit dans le pré-débat qu'on avait fait, en fait. On avait essayé de définir ce qui était artistique ou pas artistique. Et notre position, c'est les humains qui décident de ce qui est art ou pas. C'est pas la chose en soi. Et puis définitivement, c'est pas la qualité intrinsèque des choses. Quoi. Les jeux qui sont promus à Noël juste pour être du prêt-acheter, qu'on balance... et qu'on revend à la brocante dès le lendemain, bon, d'accord, ok, on en pense ce qu'on en pense, on en pense la même chose, je pense, on trouve que c'était pas la peine, mais on s'en fout, quoi. Je veux dire, dans la littérature existe la collection Harlequin, bien sûr, et on s'en fout, quoi. Voilà. Mais il y a des grands auteurs qui écrivent des Harlequins. Mais pourquoi pas? Alors, les grands auteurs ont besoin de casser la croûte aussi. Vous savez que les grands auteurs, parfois... je voyais qu'il y avait une personne qui s'appelle Nathalie Quinton qui vient de ressortir un livre il n'y a pas longtemps aux éditions de La Fabrique. C'est une belle maison d'édition, mais elle écrit pas chez Harlequin, mais c'est pas facile pour vivre. Quoi. Tout à fait. Alors que cette femme, elle et d'autres font un travail prodigieux et formidable. Donc c'est des métiers difficiles. Bien sûr que c'est des métiers difficiles. Ok, alors on est en direct pour ceux qui nous regardent en direct, il y a ceux qui le regardent en VOD, et on avait posté à l'étage Guillaume, Monsieur Guillaume, je ne sais pas s'il nous entend, si on lui avait confié comme mission de regarder ce live et puis de noter s'il y avait des questions. Donc si Guillaume peut descendre, nous dire s'il y a des questions ou pas. Voilà, ça gueule. Alors, on a une régie, tu vois, nous on est. c'est de la régie, le mec qui gueule. C'est la régie ouverte, c'est bien. Ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou quoi, mais parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. J'ai chopé un ou deux. En attendant, une petite publicité pour Plan B. Guillaume, tu viens parler dans un micro. Non, mais non, tu viens là, tu te mets à genoux. On l'a fait souvent, c'est assez rigolo comme image. Tu es sur les genoux du MOPS et tu parles dans son micro, et ça, c'est cool. Que disaient les gens, Guillaume? Alors. Et puis c'est la caméra qui bouge. Attends, bouge pas, il va te cadrer mieux. Allez-y. On aimerait bien entendre Natacha sur pourquoi avoir choisi d'éditer. Eh bien oui, alors, Natacha. Michel Lallet. Tu sais, elle nous a dit qu'elle ne voulait pas s'asseoir au début, et je pense qu'elle était contente qu'on lui demande rien. Alors, Natacha, pourquoi ce livre, toi? Je pense que Michel Lallet est super violent, surtout. C'était ça ou pas?
Ilinx existait déjà quand j'ai reçu le manuscrit de Michel et tout simplement c'était très exactement pour ça qu'on a créé Ilinx Édition et pour le coup le propos qu'il défend dans ce livre et puis le côté transmission, je trouve qu'il y a une volonté de transmettre et sa réflexion et son expérience à des jeunes auteurs et voilà, moi Ilinx a été créé pour ça, pour défendre le jeu comme un objet culturel. Donc quand un des auteurs le revendique, évidemment. Et c'est l'écrire, parce que voilà, c'est pas Michel sait écrire. Ouais, alors, je l'ai parcouru vite fait moi, mais je reçois de temps en temps des mails de Michel avec des textes et Michel sait écrire. C'est pas chiant. Non, c'est c'est très vrai, beau. Alors, il va pas dire oui. Roger. Moi, je peux te confirmer, c'est très beau. Mais moi je le lis, je m'en fous qu'ils disent oui ou pas. C'est un vrai livre bien écrit. Comme il faut, quoi. C'est un vrai travail d'écriture. C'est une histoire. Oui, c'est une histoire, exactement. Et je trouvais que c'était parfait pour ça qu'il y a pas de sommet, comme première pierre pour cette collection Idées du jeu, parce que c'est vrai que Michel ouvre la porte un petit peu de la réflexion et derrière, moi j'ai une collection toute entière pour ceux qui veulent la continuer. Et moi j'ai été tout à fait épaté parce que je ne connaissais pas cette maison d'édition qui se créait à l'époque. Et c'est Auriol Coma qui a permis de faire la jonction. En tout cas, je vais sur le site, comme on fait tous, on va consulter les sites internet, et je regarde le pitch qu'il y avait, et je me dis, mais c'est dingue, parce que c'est le pitch du bouquin, quoi. Elle revendique exactement ce que je me suis appliqué à faire. La rencontre. Et donc je me dis, c'est pas la peine que j'aille chez Gallimard. J'ai eu de la chance, j'avais un bon pitch. Il faut rappeler qu'accessoirement, avec Michel et quelques autres, on a passé pas mal d'apéros à imaginer des ouvrages sur le jeu. Et en fait, on est resté au stade de l'apéro essentiellement. Oui, on a travaillé sur des revues, moi plutôt. Mais on voulait, c'est vrai, il a raison, il y a une dizaine d'années, on avait à quelques-uns retenu l'idée de... Enfin, on savait qu'il manquait de la pensée structurée, disons, dans cet univers, et on ne savait pas par quel bout ça devait s'attraper, tout ça. D'où les apéros. Forcément, vous saviez plus par où l'attraper. Attendez par là. Et au fil des apéros, mais on a essayé, c'est vrai. Mais bon, voilà. Guillaume, d'autres questions? Alors d'autres, c'est plus difficile du coup. Non, mais t'inquiète pas, même, la voix porte. Plus difficile, et il y a 2-3 petites questions justement par rapport au fait de le faire chez Ilinx et la viabilité économique, y compris par rapport au jeu. C'est plus des notes qui ne sont pas forcément rattachées, puisque là, je prends toutes celles qui sont tout au long d'un fil Facebook et on sait très bien que ça peut partir très vite à gauche à droite, ça répond très vite. Bref, donc il y a quelques notions notées que vous aurez peut-être le temps de développer ou pas. Un éditeur versaillais, pour ne pas le nommer, parlait par rapport à cette création artistique que défend Michel Lallet, de la corrélation entre le temps de création, le temps de développement et le succès commercial du jeu, en défendant le fait que malheureusement il n'y avait justement pas de corrélation entre ce temps-là, ce temps de création, de développement et le succès commercial, et que du coup, malheureusement, ça pouvait, comme parfois éditer de la littérature intelligente, ferme un peu la porte parfois à un succès de gare, qui pour le coup est économiquement plus viable, mais parle-t-on des mêmes choses. Donc en tout cas, bref, notez malheureusement a priori non la décorrélation entre le temps de développement, de création et le succès commercial du jeu, donc entre le travail de l'auteur et le travail de l'éditeur. D'ailleurs, un autre internautateur posait la question entre justement le travail d'artiste, qui serait de fait plutôt du côté de la créativité de l'auteur, et du coup le travail de l'éditeur qui serait plutôt du côté de quoi? Et en l'occurrence, peut-être que le travail de l'auteur est plutôt du côté du travail de l'artiste, et le travail de l'éditeur est plutôt du travail cosmétique, marketing, etc. Est-ce que la dichotomie est aussi marquée que ça? Donc est-ce que du coup l'éditeur n'est pas du tout artiste, puisque lui il va vendre le jeu, mais l'auteur lui le serait parce qu'il va le créer? Bref, en tout cas, corrélation entre le travail travail de l'auteur et de l'éditeur. Enfin, pour certains... Juste un mot, on ne se pose pas trop la question quand il s'agit
quand il s'agit du livre, enfin de l'éditeur du livre et de l'éditeur et de l'auteur. Ou du galeriste qui vend l'étoile. Ou du galeriste qui vend l'étoile, ou d'un spectacle musical et de son producteur. Enfin, je veux dire que l'artiste, il est sur la scène, le producteur a créé les conditions pour que l'artiste puisse y être. Point. Enfin, les rôles sont assez simples au fond. Alors, même si l'éditeur dans le jeu, traditionnellement, a en charge de faire la déco et les visuels, etc. Ce qui est d'ailleurs un travail de mieux en mieux fait ces dernières années. Les jeux ont gagné en beauté, on va dire. Ouais. Mais parfois les auteurs s'en mêlent aussi. Hein. Enfin, moi j'ai revendiqué ça souvent, de faire, ou en tout cas de contribuer très fortement à la définition graphique des objets. Mais non, c'est, enfin, oui. Puis alors, après, quant à la notion du temps, on est, je sais pas, peut-être que les temps vont changer aussi, mais aujourd'hui, on est dans une espèce d'urgence incroyable. Alors, il n'y a pas de changement de durée sur le temps de développement d'un jeu par un auteur, il n'y a pas de changement de durée sur le développement par l'éditeur. Par contre, il y a un délai extraordinairement court aujourd'hui de rentabilisation d'un jeu. Or, chacun sait qu'un jeu a besoin d'une très longue enfance pour pouvoir atteindre l'âge adulte. Très longue enfance, je veux dire par là, ça ne peut pas flamber tout de suite, quoi. Il faut le faire jouer. Un jeu, c'est que le bouche à oreille qui le fait marcher. Il faut le temps que les gens le découvrent, le jouent, le fassent jouer, l'apportent chez leurs copains, l'offrent à l'anniversaire. Ça peut prendre plusieurs années. Aujourd'hui, on voudrait que ce soit 3 semaines. Là, il y a un problème, c'est vrai. Mais ce n'est pas le problème des auteurs ni des développeurs. Enfin, Et puis, c'est le problème du commerce aujourd'hui. Et si je peux me permettre, le temps n'a rien à voir avec la notion artistique, c'est-à-dire que tu fasses un truc en 10 minutes ne sera pas moins artistique qu'un truc qui t'aurait pris 10 ans. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça la question. Et on a tendance aussi, en tout cas dans le domaine artistique, c'est des arts reconnus, peinture, art, etc., à considérer comme fort quelque chose qu'on n'est soi-même pas capable de faire. D'où les fameuses phrases à propos de Picasso, « Mon neveu de 6 ans ferait la même chose ». Ça n'a rien à voir. Pour donner un exemple, Michel, il ferait quelque chose, là, il inventerait un petit jeu, il n'aurait pas pris 5 minutes, il aurait pris plus de 30 ans, en réalité. C'est exactement Voilà. ça. Donc le temps n'a rien à voir à l'affaire. Combien de temps, c'est la phrase que j'ai répétée 1000 fois à des gens qui... Combien de temps ça vous a pris pour faire oui. à Ballone? Et je répondais toujours 5 minutes et 35 ans. Voilà, parce que c'est la vérité. C'est-à-dire que tout ça, c'est fondé sur nos vies, sur nos expériences, sur les savoir-faire qu'on acquiert. Voilà, et moi, je vais plus loin, je dis, mais même, quand bien même ça t'aurait pris 3 minutes 30, ce n'est absolument pas un critère de qualité ou de manque de qualité. Bien Ça n'a absolument pas de sens. Il y a des chansons célèbres qui ont été écrites un soir sur un piano en 3 minutes 30 et d'autres qui ont mis 15 ans à mûrir. Et il n'y en a pas une qui est de meilleure qualité de l'autre. Mais ça dépend des formes d'art, voilà. Ça dépend des formes artistiques. Il y a des formes dans lesquelles il y a une nécessité d'un temps long de développement. Regarde, si on parle de la création d'un film, par exemple, pour un auteur, de cinéma d'auteur, ça va prendre plusieurs années souvent. Ça dépend. Parce qu'il y a, oui. Mais le temps de tournage, simplement. Oui, peut-être, mais il y y a des films, voilà. des films indépendants qui sont tournés en une semaine. Ah oui, et puis et puis on va y avoir et de plus en plus. De plus en plus, puisque maintenant, Bien sûr, avec un simple téléphone portable, on peut commencer sans éclairage, sans rien, à tourner des films dans le toit. Le temps, vraiment, c'est. Et puis même, pour moi, j'en reviens toujours à ce que moi je considère comme une vraie démarche artistique, c'est se dire ah, on ne peut pas faire en 3 semaines ou 2 semaines, mais je vais faire, puisque c'est la contrainte qui. Voilà. Non, mais donc le temps de Mathieu. L'éditeur versaillais, que je crois identifier moi aussi. Non, après, je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est le temps de commercialisation. C'est ce que disait Michel, c'est qu'un jeu, ça marche aussi sur le bouche à oreille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très frustrant. C'est dur. Le temps d'entendre parler d'un jeu, bah, tu arrives en boutique et il n'y est plus, en fait. Ouais, c'est très difficile. Du coup, c'est le jeu qui se tue lui-même comme ça, parce qu'on ne lui laisse pas le temps d'en parler et de le partager. Et devant cette tendance à la pléthore, les éditeurs, pour répondre à ça et essayer d'amortir et de rentabiliser un petit peu, rajoutent à la pléthore. C'est-à-dire, ils ont du mal à vendre 5 jeux, donc ils en font 5 de plus. Il y en a 1 sur 10 qui marche, c'est bon. Voilà. Et c'est pas sûr que ce soit le bon choix, mais voilà. Mais il y a le contre-exemple, on le connaît aussi en France avec la maison d'édition de Philippe Despalières. Il fait très très peu de jeux, mais il consacre un temps énorme à le colporter,
à aller battre la campagne, à faire jouer les gens. Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est parce Ça qu'il est demande une impliqué de manière énergie. différente, Philippe. Oui, mais il fait un boulot d'éditeur comme les éditeurs le faisaient autrefois, d'une certaine Il façon. rêverait lui-même d'avoir été édité, quoi. Comme il rêverait d'avoir été édité, absolument. Et il faut le temps, il faut donner beaucoup de temps au jeu si on veut qu'il grandisse, quoi. Je rebondis enfin sur un autre petit paramètre qui était, vous en avez parlé, vous l'avez un peu abordé, sur cet aspect émotion, hein, le lien entre l'art, l'émotion. Fall parlait de si je veux créer quelque chose pour provoquer la peur, est-ce que oui, est-ce que non, et les internautateurs et internautatrices réagissaient en disant que de la même façon que pour l'art ou les arts, il y a aussi le fait que dans le jeu, l'émotion, si on veut bien la définir ainsi, est apportée comme parfois par le spectateur, là est apportée aussi par le joueur. Une émotion qui n'est pas forcément celle que l'auteur voulait, mais qui, parce qu'il est vécu dans le fait d'être spectateur d'une œuvre d'art, entre guillemets, on est traversé par cette œuvre d'art et l'émotion ressentie, qui n'était pas forcément celle voulue initialement, n'en reste pas moins vraie, puisque la personne qui joue ou la personne qui regarde le prend autrement et ressent quelque chose, donc il y a malgré tout de l'émotion. Cette émotion était d'ailleurs même notée par quelqu'un pouvant être purement intellectuelle, entre guillemets. Il citait Friedman Friese, même si on sait qu'effectivement il fait partie de ces auteurs qui ont une réflexion à leur création. Le fait de découvrir ce qu'il met dans sa création provoquait une émotion qui est une émotion de l'ordre une émotion théorique, intellectuelle, qui n'est pas forcément de la peur, de la joie, ou etc., mais une sorte de jouissance, de jouissance intellectuelle. Ah oui, c'est super malin, c'est ci, c'est ci, c'est ça, etc. Alain Ballet, éditeur Blue Cocker aussi, réagissait aussi par rapport à la distinction qu'il peut y avoir entre les arts et le jeu de société, éventuellement art, dans sa création, au sens où le médium jeu de société pourrait peut-être être plus limité, alors définissons derrière, au sens où le jeu n'est pas une œuvre finie, puisqu'elle trouve sa finitude dans le fait d'être pratiquée par des joueurs. Et sans ça, que reste, si on enlève cette partie jouée, donc le fait que des gens, comme le disait Michel en introduction, l'enlève, si on enlève ça, que reste-t-il de l'œuvre en elle-même? Alors il y a bien quelque chose, puisqu'il n'empêche que ça a été créé, mais le besoin qu'il y ait qu'elle soit prise en main par d'autres pour continuer cette œuvre d'art. Mais le MOPS vient de donner la réponse, c'est comme une partition. Quand Mozart écrit un morceau de musique, il colle des notes sur une feuille de papier. S'il la pose et que personne ne la joue, il n'en demeure pas moins que l'œuvre est là, quoi. Est-ce qu'elle prend toute... Ah oui, elle prend toute son envol, son essor. Et encore. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait lire la musique va être capable, en regardant la partition, de l'entendre et dire « Ah putain, le mec là, le passage là, il est exceptionnel, il a cassé le code machin, il a joué cette note là. » Alors, tu vois ce que je veux dire, avec l'habitude qui est la nôtre, je pense que c'est pareil pour vous, les garçons, là. Lire une règle de jeu peut suffire très largement. Hein. Ah, bien sûr, oui. On est capable de voir parfois, tout un déroulé, parfois, pas toujours, mais souvent quand même. Très on souvent. a envie de jouer pour confirmer. Mais sinon, non, il reste rien. Le jeu n'est pas fait pour ça. Le jeu, c'est pas que la pièce de théâtre qu'on écrit. Il faudrait que la pièce de théâtre, elle soit écrite, mais jouée. Oui, c'est mieux. Et le jeu, c'est pareil. Il est écrit, mais il faut qu'il soit joué. Sinon, bien sûr, il manque quelque chose. Quoi. Un sale type de mentaliste, je préfère lire des pièces de théâtre que d'aller les voir. Je comprends. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ah, bah non, je comprends. À cause des odeurs de pieds, tout ça. Il y a trop de gens, les gens parlent trop fort. Le joueur peut abîmer le jeu aussi. Il lui donne vie, mais il arrive qu'on joue mal et qu'on abîme le jeu par rapport à l'autre. On lui donne une de autre interprétation et tout à fait. autre couleur. Comme quelqu'un qui poserait une toile à l'envers. Exactement. Abstrait, à l'envers. Je peux insérer une petite question. Oui, ce qui ne gêne pas, pardon Moss, mais vous avez vu comment tous les gens ont joué pendant des décennies à Monopoly, en bafouant les règles de base. Absolument les règles. Et est-ce que ça les a empêchés de trouver ça rigolo et d'avoir envie de le faire? Dans les exemples modernes, Médina, où on avait trouvé la règle bizarre, on l'avait adaptée d'une certaine façon, qui nous provoquait pour le coup d'excellentes émotions. Et quand l'auteur allemand a fait mais non, c'est pas ça la règle, nous on n'y prenait plus aucun plaisir. Bon, on va inventer le même jeu. Mais ils ont fait la variante, la French variante quoi. Ouais. Bon, avant que Mob se pose la question comme ça, moi je m'en vais, j'arrête d'abîmer mes genoux. On parlait dans le propos de Michel Lallet, avec auteur de jeux de société, un art à part entière, du jeu de société, de fait. Est-ce que la question s'est posée, en tout cas dans les commentaires, est-ce qu'on intègre d'emblée ou pas, la question se pose donc, le jeu vidéo, voire le jeu de rôle
comme partie, tout partie englobant, bref, peu importe, Le de jeu. cet art, le jeu dans toutes ses acceptations. Là, j'ai une réponse très simple. Non. Et pour une raison toute simple aussi, c'est qu'ils sont déjà ailleurs. Les jeux vidéo sont déjà dans un autre domaine, dans une autre catégorie, dans une autre référence, avec d'autres taux de TVA, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Tout l'arsenal et de communication et législatif et réglementaire sont différents sur ces disciplines. Donc ça distingue d'emblée le propos. Il me semble, oui. Enfin en tout cas moi je le distingue d'emblée parce que c'est effectivement un autre monde. Et ce monde-là d'ailleurs a de l'avance par rapport à celui du jeu de société. L'idée, ce Enfin, serait quoi? C'est de rattraper ce monde non, pas forcément, parce que c'est un autre monde. Enfin, je ne pense D'accord. pas que les deux mondes doivent forcément se marquer à la culotte. Ce serait aussi stupide, si j'ose dire, que de faire jeu et jouet. Vous voyez, dans les magasins, là, comme on l'a fait pendant longtemps, on faisait jeu et jouet, ça n'a rien à voir, bon Dieu, quoi. Oui, donc non, je pense. Ouais. Je vous laisse. Merci. Ok. Merci. La question que tu Je voulais poser. m'inscris un peu en faux là. Mais bon, peu importe. Quelqu'un dont j'ai oublié le nom parce que c'est parti très vite demande si tu es en contact avec Monsieur Claude Leroy, qui a des choses aussi intéressantes à dire sur le jeu. Non, Eh ben, je veux bien qu'il me contacte. Et j'en ai une autre. Moi, il y a un éditeur qui pose une question. Un éditeur dont je tairai le nom, mais D'accord. pareil, ça n'a aucune importance. C'est un éditeur qui dit que lui, dans son travail, c'est moi forgé, dans son travail, il a une démarche en tant qu'éditeur qui, lui, l'appelle pas artistique. Il dit je ne suis pas pour globaliser la chose, chaque auteur, chaque éditeur est différent, et donc la relation qui va avec aussi. La question est, qu'entend-on par développement, part de création? Attention, je ne revendique aucune vérité artistique, j'ai juste une démarche qui déteint sur mon travail d'éditeur. On en est où là, à ce niveau-là? Ben, je Tu sais pas, il faudrait Si, réfléchir. si, non, bien sûr, non. Parce qu'on le voit, quand on discute avec lui, quand on le voit travailler, on voit bien, Bien on voit bien ce qu'il veut entendu. dire. Bien entendu, les éditeurs, mais j'ai cité Philippe Despalières C'est ça. tout à Ouais. l'heure, c'est exactement ça, la démarche de Philippe Despalières en tant qu'éditeur, on ne peut pas du tout la minimiser, enfin elle est pleine, entière, artistique autant que faire se peut, etc. Maintenant, quand un jeu lui est apporté par tel ou tel, il est l'œuvre de ces auteurs-là, D'accord. d'abord. Bon, les éditeurs, enfin personne n'empêche les éditeurs de faire du bon boulot. C'est triste si un certain nombre font un boulot de gougnafier, ou s'ils font du travail d'édition uniquement pour remplir des cases, pour compléter des gammes et des lignes, On va dire que ce sont des. et pour refaire du maître linéaire chez Carrefour. Mais parle-t-on de la Oui, même exactement. chose? Là, on peut dire que ce sont des éditeurs qui ont compris ou qui, même sans le faire exprès, sans avoir de réflexion, Ben, accompagnent Qui la démarche accompagnent, artistique Ben avec oui, une part de ben, leur. ben oui, et leur, puis ils sont pleinement associés à cette démarche artistique, enfin dans ces cas-là, quoi, franchement. Et quel bonheur quand on est auteur de jeu ou quand on est agent comme je l'ai été, qu'on travaille sur le développement et toute la phase qui précède la naissance d'un jeu, de bosser avec des éditeurs comme ça, je veux dire, où on interroge chaque chose, où on travaille, on se pose la question, où on ne conclut pas à toute vitesse parce qu'il faut finir, etc. Formidable. Enfin. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, si ce n'est que ce livre s'appelle Auteur de jeux de société, un art à part entière. Il est signé Michel Lallet. Il aborde un certain nombre d'éléments. C'est varié. Puisque ça va de la création pure, on le disait, au droit, à la société civile, de par les mairies, les médiathèques, avec quelques réflexions, et toujours un axe. Puis c'est pas un ouvrage personnel. scientifique ni prise Non, de non, tête. non. Hein, c'est pas. C'est des mots ça simples. s'adresse au kidam, Ah oui, ça se comprend. un être humain J'ai normal. essayé de leur raconter une histoire. Oui. Voilà, tout est à peu près abordé. Ça, je ne dis pas que ça se lit facilement, puisque je l'ai parcouru vite fait, mais il y a plein de noms qu'on connaît, plein de jeux qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est encore du concret. Fall, tu te mets à la hauteur des meilleurs critiques littéraires. Ouais, ils lisent pas. C'est ça, j'ai beaucoup regardé la télévision. C'est formidable. J'ai mis ça pour faire croire que, mais il n'y en a pas eu besoin en fait. Ouais, finalement, Il n'a pas eu tu avais besoin. tout en tête. Ouais. Ouais, non, mais oui, parce que ce que tu dis est assez clair et ça ne fait que le confirmer en fait. Voilà. Il l'écrit de manière très claire aussi. Oui, c'est bien écrit, ça se lit, il y a plein d'exemples après, voilà, il y a tout y est. Et puis ce sont des noms qui nous parlent à l'intérieur. Tout à fait. Et puis c'est Voilà. des noms qui ont marqué l'histoire du jeu en France. Et ça coûte 18 €, c'est ça, comme un C'est livre. ça, tout à fait. Et normalement, il y en aura d'autres.
Oui. Tu as d'autres projets bientôt ou Oui. tu as en attente encore? Je suis en attente encore, mais bientôt. Bientôt. Ok. Oriol notamment, Mais oui, c'est ça. parce qu'il Ça fait sera le passeur, mais Ça sera plus une il est encyclopédie, non? Oui, Ouais, Auriol plus, est un coquin, il fait le passeur pour mon bouquin, mais parce que lui devait être édité incessamment mais à cette époque-là, mais ouais. voilà. Mais Auriol, comme on le sait, il était occupé par une révolution à faire en Catalogne en ce moment. Ah oui, ça oui, j'imagine bien. On peut pas tout, Non, mais c'est, un beau festival de jeux aussi, Oui, aussi. Ouais. qui C'est- l'occupe un peu. C'est intéressant. Et c'est intéressant d'avoir une collection qui expliquera le monde du jeu tel qu'il était, tel qu'il est, tel qu'il devra devenir. Donc il fait oui du... Tel qu'il Je devrait fais le petit devenir. chien, voilà, de la Le voiture. petit chien. Non, non, mais c'est... Il opine, il opine. Il y a besoin de marqueurs à un moment donné. Parce qu'après, ça, C'est ça. c'est oublié. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je pense il arrive au bon moment, c'est un moment important de définition. Je dis pas ça parce que tu es assez à côté de moi, parce qu'en fait, tu n'es pas là, Oui, mais non, ça, non, ça- mais- ça me semble. Parce qu'on voit bien qu'il y a il y a des embrouilles qui se mettent en place, il y a des demandes, il y a des gens qui cherchent où se mettre. Tu vois, on essaye de définir les choses. Et il faut bien que quelqu'un commence. Il faut débroussailler. Voilà, il C'est- faut c'est débroussailler. C'est un monde confus, touffu, complexe, et on n'y voit pas très clair. Et il est vrai que, bon, voilà, moi, c'est mon souhait, c'est vraiment qu'on y aille, qu'on débroussaille. Et tant mieux si les gens ne sont pas d'accord avec moi, parce que ça ouvrira un autre pan de réflexion. Tout à fait. Et je les invite même à en faire part à l'éditeur, en tout cas, qui transmettra, parce que ça va enrichir. Enfin, c'est vraiment ça l'idée. C'est ouvert, quoi. On le trouve partout, le livre. Non, Partout, c'est dans les difficile, boutiques dans les de jeux et Il y est puis sur mon site sur son internet. site. Ok, bah, tout est dit. Des choses à dire supplémentaires? À quand un ouvrage sur l'histoire de la ballonne? C'est l'histoire de... Ben, il y avait eu. Non, il y a eu, mais c'était un truc un peu technique, on va Oui. dire. Moi, je parle d'histoire de la ballonne parce que c'est une histoire assez mouvementée. Ah, l'histoire Il y a- l'histoire il y a de eu- l'édition du Il y jeu, a eu oui. plein de choses qu'on ne pouvait pas dire parce qu'il y avait des procès, des choses comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est C'est une histoire c'est une histoire formidable, oui. Oui, c'est la guerre de 30 ans, quoi. C'est un truc petit peu, rigolo. ça mais- serait c'est un peu l'équivalent du film de Terry Gilliam, Don Quijote de la Mancha. Là. Je vais sortir Oui, à un moment Tu donné. le vends très bien. Ça pourrait s'appeler Lost in a Ballon. Avec dans le rôle du moulin avant. Oui, je sais pas. On a toujours envie d'écrire. Enfin, moi, j'ai la plume assez facile, donc j'ai toujours envie de coucher sur le papier des événements aussi saillants et marquants. Je sais que et- c'était compliqué pour toi émotionnellement, même à une époque, parce que ça n'a pas toujours été simple. Oui, et puis je pense que on n'est pas. Le risque est toujours de faire des règlements de compte, alors que c'est pas du tout ma position ni ma posture d'une manière générale. Donc, ouais, alors il faudrait en faire une histoire très. Il y a des belles choses autour de Ballon. Il y aura des fragments, oui, on trouvera ça ici et là. Au fil d'autres histoires que je suis amené à écrire, oui. Ok. Bon, j'espère que vous a donné envie de les lire. En tout cas, si vous n'allez pas lire, au moins ça vous a donné des pistes de réflexion sur quoi, pourquoi, et que en fait, ça démontre que le monde du jeu est un monde où des gens réfléchissent quand même. C'est pas que du. Parce que si tu veux, il y a des gens qui ont tendance à. Nous, on en voit des gens qui passent dans la rue, qui regardent des boîtes de jeux, qui ne pensent qu'à une industrie du divertissement pure et simple, avec des objets marketés, sans personne derrière. Donc ça montre que malgré tout, il y a quand même une réflexion L'un à plusieurs. n'empêche pas l'autre. Voilà, il y a une réflexion à plusieurs niveaux, plusieurs approches, plusieurs raisons, plusieurs envies. Et plusieurs d'ailleurs, besoins. la ballonne se retrouve dans les grandes surfaces depuis. Pardon ? La ballonne, qui est une Ah oui, sur- expérience artistique vue dans les grandes surfaces. Oui, bah, il y a aussi des reproductions de la prière, de Millet, de l'Angélus, plus exactement. Exactement. Ah, voilà. donc- Et des boîtes à sucre impressionnistes. Non mais attends, faut pas perdre de vue ça, et ça vaut pour tous les auteurs que nous sommes et tous ceux qui nous écoutent. On fait aussi ce métier pour que les jeux se vendent. Ah oui. Et c'est aussi une industrie, il faut que les choses se vendent. Et les gens qui font du cinéma et qui disent je veux pas qu'il y ait des entrées sont des menteurs. Bien Il faut évidemment. payer son loyer et Ouais. acheter des vêtements neufs. C'est logique, quoi. On a un échange qui s'établit entre un public et nous, parce que je pense que nous avons un public et qui doit être traité exactement comme on traite le public des autres disciplines. Maintenant, ce public, il faut aussi le satisfaire, prendre le temps d'aller vers lui. On Voilà. lui expliquer, lui montrer. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire chez Trick Track. Bien, Exactement. merci Natacha, merci Michel. Merci à vous, De messieurs. rien, de rien. Et puis merci Mobs. Ben, hein. merci, oui. Regarde avec ses lunettes sur le nom, moi, tout de suite, tu vois, je me dis, on est bien. Quoi. Non, mais regarde comme il est télégénique. Ouais, c'est incroyable. C'est Parce que je effrayant. suis hein. vieux, c'est tout. C'est effrayant. Moi, je fais de mon mieux, mais ça ne marche pas. tu vois. Bon, il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble le générique. Allez.